Camille Froidevaux-Métry, bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques et vous publiez aux éditions Gallimard La révolution du féminin. Qu'est-ce que vous désignez par ces termes de révolution du féminin ? Alors la révolution du féminin, c'est cette grande transformation qu'a produite la révolution féministe, enfin disons le mouvement féministe depuis les années 70 et sa seconde vague. Une grande transformation qui regarde à la fois la dimension anthropologique, c'est-à-dire une mutation dans les conditions féminines et masculines sur le mode de légalisation de ces conditions. Mais la transformation va bien au-delà puisqu'elle elle a transformé le monde dans lequel nous vivons. Elle a fait disparaître l'ancienne division privé-féminin, public masculin, et elle a fait advenir un monde nouveau, ordonné autour de 3 pôles, le public politique, le privé social et l'intime. Et l'inédit de la situation, c'est que et les hommes et les femmes sont légitimes dans ces 3 ordres de réalité. Et en même temps, dans ce livre, vous montrez certaines limites du mouvement féministe, notamment au sens où, selon vous, le féminisme aurait en quelque sorte désincarné les femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puisque pour moi, un des slogans fameux du féminisme, c'était la réappropriation de leur corps par les femmes. Oui, notre corps nous appartient, c'est effectivement un des slogans de la seconde vague. Alors, il y a ce moment initial qui est centré sur le corps, puisqu'il s'agit pour les féministes de la seconde vague de permettre aux femmes de s'affranchir du diktat de la nature, et c'est-à-dire précisément s'affranchir de leur nature procréatrice. Donc il y a tout un travail à la fois, disons, de militance, mais aussi de réflexion sur ce que le corps des femmes pouvait impliquer de soumission, de servitude. Et ce que j'observe, c'est que cette réflexion s'est prolongée dans une certaine forme de dévalorisation de cette dimension incarnée de la vie des femmes, une dévalorisation aussi de la sphère domestique, puisqu'elle était effectivement, depuis des siècles, le symbole même de leur subordination, mais néanmoins, il se trouve que les femmes continuent d'y vivre, et il me semble important de faire retour, en quelque sorte, sur cet espace un petit peu rejeté, ou en tout cas dévalué par la pensée féministe. Et quand je parle de désincarnation, j'entends cette ultime étape de la théorie féministe, notamment dans ses tout derniers développements, qui pense désormais le sujet féminin bien au-delà de la simple dimension féminine, comme un sujet étant toujours nécessairement à l'intersection de plusieurs facteurs de domination, la race, la classe et le genre, bien sûr. Et il me semble que dans cet ultime développement théorique, quelque chose s'est perdu. Et ce qui s'est perdu, c'est le souci pour le sujet féminin, et notamment pour la dimension incarnée de son existence. Et comment fait-on pour ne pas retomber dans l'ornière essentialiste à partir du moment où ça intéresse, comme vous le faites dans ce livre, à l'expérience située et incarnée des femmes? C'est très compliqué, effectivement, parce que faire retour, comme je le fais, sur le corps, c'est bien évidemment, d'une certaine façon, réévaluer ce qui était jusque-là le lieu par excellence de la domination masculine. Alors, pour éviter de tomber dans le piège, il faut... C'est ce que j'ai essayé de faire, consacrer de longs développements à ce qui constituait jusque-là le nœud, si vous voulez, de la pensée essentialiste, à savoir la dimension maternelle de la vie des femmes. Je montre que celle-ci est désormais, en quelque sorte, détachée de l'existence féminine, puisque le projet d'enfant se partage désormais entre les hommes et les femmes. C'est ce que dit d'ailleurs le terme de parentalité, qui dit bien qu'aujourd'hui peuvent avoir un projet d'enfant des couples hétérosexuels, des couples homosexuels, des femmes seules, des hommes seuls. Bref, en un mot, la responsabilité du renouvellement des générations ne pèse plus sur les seules épaules des femmes. Et une fois qu'on a... Alors, je force un peu le trait, bien sûr, parce que nous n'y sommes pas, mais c'est la tendance. Une fois encore, moi, je me situe du point de vue de la pensée, et ce que j'essaye de repérer, c'est le mouvement. Alors, il y a pas mal d'indicateurs statistiques qui peuvent faire penser que ce que j'annonce en termes vraiment d'égalisation, quand je dis que les hommes sont des mères comme les autres, voilà, je force le trait. Mais néanmoins, à partir du moment où, d'un point de vue juridique, la possibilité est donnée à tous et à tous les hommes de devenir parents, et à partir du moment aussi où, à la faveur d'un certain nombre d'évolutions sociologiques, les mœurs changent, on peut désigner ce mouvement que je qualifie de convergence des genres. Et qu'est-ce que permet alors l'abandon du couple masculinité-féminité et son remplacement, enfin, dans votre mouvement théorique, par celui de masculin-féminin? Alors c'est en fait des expressions qui renvoient à 2 ordres de réalité. Quand on parle de féminité, masculinité ou féminité, virilité, on est dans l'ordre des représentations.
on désigne en quelque sorte des modèles, mais des modèles qui selon moi appartiennent à un monde révolu, le monde où les femmes précisément étaient épouses, mères et à peu près tout, quand les hommes, eux, monopolisaient l'espace public. Donc la féminité ou la virilité, c'est une sorte d'idéal à l'aune duquel on évalue éventuellement ce que sont les individus dans une perspective qui est très, très rigide en réalité. Quand je parle de féminin et de masculin, j'essaye de repérer des dispositions construites, parce qu'évidemment elles sont le fruit de l'histoire, elles sont le fruit d'un certain nombre à la fois de mouvements historiques, mais aussi de mouvements, j'allais dire, normatifs, c'est-à-dire le fait que et les hommes et les femmes ont eu à subir l'enfermement dans des rôles qu'ils ne choisissaient pas, des rôles sexués, des rôles normés. Ce que sont aujourd'hui les femmes et les hommes est le fruit de cette histoire, donc on peut repérer des dispositions féminines, comme je le fais dans le livre, des dispositions masculines. Ce que je crois en revanche, et ce qui est important évidemment de rappeler, c'est qu'au moment où nous sommes, ces qualificatifs continuent, je pense, de s'appliquer, mais je suis très convaincue de leur neutralité, en quelque sorte. C'est-à-dire que je pense que le mouvement que je décrivais tout à l'heure, qui fait que la sphère de l'intime se masculinise en même temps que la sphère sociale s'est féminisée, fait signe vers un temps, certes peut-être un peu lointain, mais un temps où et les hommes et les femmes seront en quelque sorte tellement égaux qu'on ne pourra plus... Rien de leur existence ne pourra être qualifié de féminin ou de masculin. Alors ce que je ne comprends pas encore tout à fait, c'est que, voilà, vous dites, même si ce n'est pas encore une réalité statistique, qu'on va de plus en plus vers un effacement de l'assignation à être dans la sphère privée pour les femmes et dans la sphère publique pour les hommes, et globalement à un effacement de toutes les frontières de genre, ce que vous appelez convergence des genres. Comment est-ce qu'on peut aller vers là en réintroduisant de la différence, qui est la différence liée au corps? Alors, je n'emploie pas le mot de différence, je préfère celui de singularité sexuée, qui fait signe vers ce que j'appelle l'expérience du féminin. Alors j'ai surtout travaillé l'expérience du féminin, très peu l'expérience du masculin, parce que la chose est... Enfin, je pense que c'est encore un domaine à explorer, il y a très peu de choses qui sont... réfléchi sur cette question de la condition masculine contemporaine. Et l'expérience du féminin, c'est une expérience particulière de l'espace, du temps, de la socialité, des rapports entre les êtres, et puis aussi une certaine expérience du rapport à soi, au corps et à l'image de soi. Et ce que vivent les femmes aujourd'hui dans leur corps de femmes est évidemment façonné par des siècles d'histoire et d'assignation à un rôle sexué. Et donc renvoie vers des choses que l'on peut observer qui font qu'il y a alors une singularité de l'être au monde féminin. Mais alors, je vous repose la question, c'est quoi cette singularité ? Eh bien, il faut la repérer en s'attachant à décrire tous ces domaines. Par exemple, pour ce qui est de l'expérience féminine du temps, je la décris comme une expérience tragique de la linéarité et de la finitude de l'existence, parce que je décris comment le corps des femmes, en leur rappelant de façon régulière qu'il existe, par tout un certain nombre de manifestations physiologiques, fait que les femmes ont une conscience particulièrement aiguë de ce temps qui passe, quand les hommes, eux, peuvent tout à fait vivre en l'ignorant, ou en tout cas en l'oubliant. Et du coup, cette répétition de l'incarnation, en quelque sorte, au quotidien, fait qu'elles ont, dans le rapport à leur propre corps, mais aussi dans le rapport aux autres, disons, des dispositions particulières sur le mode, c'est ce que j'essaie de montrer, d'une capacité relationnelle. Et est-ce que cette analyse va à l'encontre de cette fameuse théorie du genre qui n'existe pas ? Je crois que ça ne fait aucun sens d'aller contre le concept de genre. C'est un concept scientifique qui a été extrêmement pertinent pendant des décennies pour mettre au jour tout un tas de ressorts de la domination masculine et de la hiérarchisation des sexes et des rôles. Je crois qu'on arrive à un moment où on peut essayer de penser un peu au-delà ou à côté, c'est ce que j'essaie de faire, parce qu'il me semble que le concept bute un petit peu sur ce que sont devenues les conditions masculines et féminines. Il se concentre d'ailleurs, on l'observe dans les études de genre, sur l'étude et la réflexion autour des minorités sexuelles. Et du coup, voilà, le fait d'être une femme hétérosexuelle ou un homme hétérosexuel aujourd'hui est un peu laissé à côté de la réflexion féministe. Et ce que je propose de faire justement, c'est de poser le regard sur ces conditions
majoritaire. Ce sera ma dernière question. En quoi vivons-nous ce que vous n'hésitez pas à appeler l'avènement d'un nouveau stade dans l'histoire de l'humanité, avec notamment l'apparition de cette figure de l'être humaine, pour reprendre le titre de votre conclusion? L'être humaine, c'est la femme telle qu'elle se présente aujourd'hui dans cette condition inédite, qui fait d'elle un être qui est simultanément privé et public. Ce sont les femmes qui ont dû en quelque sorte apprendre quelle était cette nouvelle condition contemporaine, c'est-à-dire apprendre à concilier des ambitions sociales mais aussi des aspirations intimes. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, elle se présente face aux hommes comme le modèle de cette nouvelle condition humaine, puisque c'est elles qui, d'une certaine façon, ont inventé cette dualité d'existence que nous avons tous à vivre aujourd'hui, hommes comme femmes. Merci beaucoup. Je vous remercie.